depuis Ça, 2010. ça fait 5 minutes qu'on est là en mode mal poli, genre. Ah non, mais attends, salut au fait. on est mal poli. Tu sais qu'on a un défi. En fait, nous, on a aussi, à notre manière, été très touchés par l'histoire de Charlie Hebdo. Et notre équipe, on a tous, en fait, on pense tous la même chose. Et on l'a synthétisé là. On n'avait pas envie de pleurer. Pour le coup, on n'a pas, on s'est pas caché que c'est quelque chose qui nous est venu tout naturellement pendant les quelques jours. D'autant que ce sont des lieux en plus qu'on connaît. Enfin, rue de Mou, il y a une bagnole qui a été, la première bagnole a été abandonnée dans cette rue. Donc tout ça, c'était très percutant, très violent pour nous tous. Et nous, notre hommage, en fait, donc pendant tout le week-end, on a des post-it, un crayon, on dessine des petites bites et on les met partout, à droite, à gauche. Voilà, donc on n'est pas politiquement correct. C'est bien. Voilà, et c'est notre image, notre façon à nous de rendre hommage. Et voilà, c'est les Geek Furies. Voilà, donc on en a de superbes. Voilà, et je sais qu'il y en a une qui a tourné sur Twitter. Voilà, le seul festival qui peut se permettre de dessiner des petites bites. J'espère que vous avez dessiné les vôtres de votre côté et que vous allez nous les envoyer. J'espère que l'IRC se mobilise sur l'opération Bit en fait. Voilà. Est-ce que la techno est... Du coup, on est bien branché sur le Ask FM. Et pour l'histoire, en fait, les gens entendaient bien ce que vous racontiez. D'accord, ok, bah voilà. Mais vous la connaissez par Merde, cœur en ils ont plus. tout entendu. Oui, mais de toute façon, on leur a dit. Comme ça, vous savez, ce qu'on dit offline, c'est la même chose que ce qu'on dit online. Ok, bon, bah alors on va y aller. On va parler, on va arrêter de parler de nous. On va parler plutôt d'y penser, parce que c'est une chaîne qu'on aime bien et c'est une chaîne qui fait réfléchir sans nous bourrer le mou. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on apprend plein de trucs. Merci. Voilà, alors l'idée, qu'est-ce qui a été au départ de cette aventure? La partie scientifique ou la partie vidéaste? Ah, c'est difficile à répondre à cette question parce qu'en fait, moi je m'intéresse à la science depuis très très longtemps, mais je m'intéresse aussi aux vidéos depuis très très longtemps. Mais jusqu'à maintenant, j'avais jamais pensé à lier les deux et aucun des deux n'avait rien à voir avec mon métier, qui est à la base d'être informaticien. Je fais des programmes, je suis architecte logiciel, je veux dire, je faisais ni de la vidéo ni de la science à proprement parler. Et en fait, tout ça, ça a commencé vraiment l'été. Il faut que j'arrête de dire l'été dernier parce que maintenant ça fait un peu plus que ça. C'était l'été 2013 où j'ai découvert, je connaissais déjà bien sûr YouTube, mais en été 2013, je n'avais pas percuté qu'en fait il y avait des chaînes sur YouTube. C'est-à-dire, je savais que des gens mettaient des vidéos, j'avais pas percuté que des gens avaient des séries de vidéos, ce qui est complètement con, puisque c'est une évidence dès lors qu'on peut mettre des vidéos. Et j'ai découvert été 2013 des gars comme Vsauce, comme Veritasium, tout ça. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'ils font. Et mon premier réflexe a été de râler en me disant, je suis sûr qu'en France, il n'y a pas. On est toujours en retard sur ces trucs-là. Puis évidemment, il y avait très peu de choses en France. Et du coup, je me suis dit, mais au lieu de râler, c'est peut-être l'occasion de lancer quelque chose. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis mis. Voilà, c'est comme ça qu'on t'a découvert. Waouh! Just wow. Et c'est vrai que la science c'est quelque chose qui est donc particulièrement important dans la culture geek, le fait de comprendre, de connaître. On parlait tout à l'heure avec Patrick Baud d'Axolot justement de cette curiosité, comment dire, insatiable, le besoin d'aller rechercher, d'aller chercher, recouper l'information, revérifier l'information et qui est particulière à Internet. Et du coup, c'est vrai que la science, les principes fondamentaux scientifiques dont tu parles, sont des choses qui amènent à énormément de réflexion. L'inception, l'infini, de l'infini, de l'infini, de l'infini. Ça, c'est quelque chose qui est juste passionnant. Enfin, le fait de prendre conscience de ça, c'est passionnant pour les gens. C'est vertigineux. Ouais, bah moi, ce qui se passe, c'est vraiment, il y a vraiment deux choses pour moi qui sont importantes avec ces vidéos. C'est vraiment les choses que j'essaie de transmettre. C'est pas tellement les informations que je transmets. Parce que les informations que je transmets, je veux dire, n'importe qui peut les chercher, peut les trouver. Donc, même si à chaque fois, moi, c'est des choses qui me passionnent. Oui, moi, et t'es pas un expert. Ouais, du tout. Ah, du tout. Et puis, il m'arrive de dire des conneries aussi. Oui, c'est ça qui est bien, c'est sur Internet, tu peux dire ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Tu peux dire des conneries, les gens, ils sont là pour t'aider à recaler les conneries. Oui, et puis là, maintenant, ils me loupent plus. Quand je dis une connerie, en général, ça tombe très très vite. Mais le truc, vraiment, c'est les deux choses. C'est la première, c'est effectivement d'être curieux.
d'aller chercher l'info. C'est moi, je supporte pas, par exemple, quand je demande quelque chose et qu'on me dit, bah, c'est comme ça. Voilà, le c'est comme ça, j'ai jamais admis ça comme réponse. Donc c'est pas possible. Et la deuxième chose aussi, c'est justement sur le fait effectivement de recouper l'information, mais c'est sur le fait de garder un esprit critique. On a tous tendance à aller plutôt chercher les informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense et à rejeter les informations qui vont pas dans le sens de ce qu'on pense. Et ça c'est important de toujours veiller à garder cette ligne qui consiste vraiment à se poser la question et si j'ai tort, quoi. Il y avait une petite vidéo qui était sortie sur, je sais plus, c'était sur Google, je sais plus exactement quel était le sujet, mais c'est un tout petit sketch, c'était une nana qui allait voir un médecin pour dire, docteur, est-ce que c'est vrai que si je fais vacciner mes enfants, c'est mauvais pour la santé? Et le médecin dit, bah écoutez, moi j'ai 30 000 rapports qui montrent que non, et puis il y a un petit article qui était sorti sur un blog qui dit que oui. Et elle prend le bouquin, elle fait, je le savais, en sortant l'article. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur le web, qu'on trouve, je pense qu'on l'a toujours trouvé, mais avec le web aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de le trouver. Il y a des millions de pages, il y a des millions d'informations tout le temps qui vont dans tous les sens. Moi, je suis toujours passionné de voir des gens qui discutent très sérieusement de science avec moi. Et puis d'un coup, la discussion bascule dans « mais de toute façon, l'homme n'a jamais marché sur la Lune, c'est les gouvernements nous mentent ». Et je dis « ok, ça se base sur quoi ?» Parce que à chaque fois, ça se base sur rien. Je prétends pas, c'est vrai, c'est pas vrai, tout ça. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, je pense quand même je suis quand même assez convaincu qu'on a marché sur la Lune, mais même en admettant, ça se base sur quoi? Oui, j'avais vu un documentaire sur Arte qui était un poisson d'avril. Mais ça se base sur quoi d'autre? Oui, mais sur la photo, oui, quoi la photo? Oui, mais sur cette photo, elle semble être truquée. En admettant que la photo est truquée. Ce que ça prouve, c'est que les photos sont truquées. Est-ce que ça prouve que l'homme n'a pas marché sur la Lune? Et aller chercher l'argument plus loin, plus loin, plus loin. Je pense que c'est toujours bien. Après, alors des fois, c'est vrai qu'on pinaille, mais je pense que ça reste important. Mais les sites comme ça, les sites conspirationnistes, c'est un des pans de la culture geek. C'est formidable d'aller lire, d'aller lire tout ça. Et en même temps, ce qui est intéressant quand on va voir ces sites, c'est qu'on voit quelles sont les réelles peurs de l'humain. La peur du vertigineux, la peur de ne pas connaître. On voit bien où est-ce que ça se place et comment effectivement les gens vont formater une information pour arriver à dire je le savais. Ouais. Et ça c'est génial. Donc oui, effectivement après oui, mais le drapeau, on voit bien le drapeau, il flotte pas sur la Lune. Bah ouais, ok, d'accord, c'était une opération de com. Ok, il avait prévu ces mots, mais bon, t'aurais pas fait pareil. Ah bah si, j'aurais fait pareil quand même, j'y aurais pensé avant. Bon bah voilà. Ouais, mais il y a dans toutes ces histoires complotistes, il y a en plus ce fantasme qu'ont les gens d'imaginer qu'il y a un complot et qu'on est au courant, parce que la plupart des gens n'ont pas spécialement envie que les complots soient dévoilés au grand public. Ouais. Ils ont envie d'être dans la boucle. Ouais. Voilà. C'est un peu, moi je discutais justement avec des gens, il y a un an, il y avait eu un hoax sur l'overboard. Donc il y avait quelqu'un qui avait sorti une vidéo comme quoi l'overboard existait, cette vidéo elle était magnifique, elle était très très bien faite. Je trouvais qu'il y avait un truc qui était très salaud, c'est que la vidéo commençait par attention, tout ce que vous allez voir est vrai. Ce qui pour le coup c'était très salaud, mais la vidéo fonctionnait bien. Et en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que, mais en parlant pas de la vidéo mais de l'overboard, je me suis rendu compte que les gens aimeraient avoir l'overboard, mais que eux seuls. C'est-à-dire ils aimeraient bien vivre dans un monde où ils sont les seuls à avoir un overboard. Parce que si n'importe quel gamin de 8 ans avait un overboard, bon bah ce serait un truc tout à fait commun, voilà. Ça leur ferait plaisir, mais ce serait pas la même chose. Et il y a dans ces histoires complotistes toujours aussi cette idée-là que on aimerait bien être dans la boucle. C'est ok, on gardera le secret, mais vous pouvez nous le dire maintenant. Ça les rapproche. Voilà, c'est en fait pyramide. Au moins 30 000 ans, vous le savez. Pas ce docu sur les pyramides. Qu'est-ce que je me fais allumer là-dessus? Mais bon, bah, j'y peux rien, ça, je peux pas laisser passer. Moi, ce documentaire, il y a tellement d'absurdités. Mais il a eu un retentissement. Enfin, oui, non, ça vaut le coup de se bagarrer. Ah, moi, je me bagarre parce qu'il a des millions de vues. Et moi, je me fais engueuler en commentaire. Ouais, comment tu parles de Grimaud? Tu peux pas dire ça, ce documentaire. Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est de la merde? C'est toi, ce que tu dis, c'est de la merde. Non, tout ce qu'il dit est vrai. Regarde, c'est incroyable. Je dis, mais qu'est-ce qui est incroyable? À un moment donné, il explique que la pyramide indique le nord avec une précision qu'on est incapable d'égaler quasiment aujourd'hui. Et un peu plus loin dans le documentaire, il dit qu'en fait, la pyramide montre aussi que le nord bouge au fur et à mesure du temps. Bah, si le nord bouge au fur et à mesure du temps, donc quand elle a été créée, elle indiquait pas le nord. Ou alors il y a 1000 ans, ça indiquait pas le nord. Ou dans 200 ans, ça indiquera plus le nord.
Donc il faudrait savoir. Et après, il y a toute cette histoire de, ouais, regardez, si vous prenez la hauteur divisée par la largeur, vous trouvez pi, si vous tournez, vous trouvez phi, si vous prenez la diagonale, vous multipliez par je sais pas quoi, vous trouvez pi. Mathématiquement, ça revient à dire, voilà, voilà bonjour, moi j'ai 5 ans de plus que toi. Rends-toi compte, ça veut dire que tu as 5 ans de moins que moi. Ça veut dire que si tu prends mon âge moins ton âge, ça fait 5. Si tu prends ton âge, tu fais plus 5, tu trouves mon âge. Tu te rends compte que ce 5 est partout. Et c'est exactement ça qu'il fait. Mais comme c'est pi, comme c'est le nombre d'or, les gens s'imaginent qu'il se passe des trucs de dingue. Ça me rappelle de trucs. Est-ce que tu avais vu cette vidéo où il y a un mec qui voyait le diable dans son sachet de thé qui expliquait. Et le mec disait des trucs. Là, il y a marqué 550 grammes. C'est presque 666. On y est presque. Et le gars, elle est extraordinaire. Le gars, il se fait son film tout seul et il se prouve, voilà, même la dimension de la boîte et tout, le nombre de sachets, tout ramène au diable. Oui, mais ça c'est un biais psychologique qui est connu, qui fait que c'est un biais cognitif qui fait que on a tendance à plus facilement trouver ce qu'on cherche. Ouais. Et ça, c'est un truc auquel il faut veiller, justement, notamment quand on fait de la recherche scientifique, il faut faire super attention à ça, parce que c'est très facile de trouver ce qu'on cherche. Et il y avait Umberto Eco, justement, qui, quand il avait sorti le pendule de Foucault, il y avait beaucoup de gens, un peu sur le même principe que les pyramides, beaucoup de gens qui avaient dit, mais tu te rends compte, il y a ça et ça. Et il avait fini par trouver, effectivement, qu'on pouvait extraire le nombre d'or, qu'on pouvait extraire la vitesse de la lumière, et pi, et je sais plus quelles autres constantes, des dimensions du kiosque à journaux en bas de chez lui. Voilà, c'est une réalité, c'est comme ça. Il n'y a rien de surprenant. Ce que je dis dans une des dernières vidéos, c'est qu'il n'y a rien de surprenant à trouver le nombre pi dans la construction de pyramide. Non, mais c'est juste génial, en fait. Ce que tu racontais à propos de l'ADN. Et j'aime bien cette sensation de vertige, en fait. C'est ok. Non, mais là, j'assure pas. Là, ça le fait pas, quoi. J'ai un effet de miroir là j'ai un effet Larsen dans la tête. Là, c'est effrayant. Ouais, mais c'est passionnant. C'est la difficulté justement avec cette vidéo et puis avec celle que j'avais faite avant aussi sur le champ profond de Hubble et puis encore celle d'avant sur l'univers. C'est l'infini, c'est très difficile d'en parler parce que tout le monde a l'impression de savoir globalement de quoi il s'agit. On dit oh, ok, bon, l'infini, c'est voilà, jusqu'au bout. Je dis non, c'est pas jusqu'au bout. C'est jusqu'à après le bout. Et c'est quand on commence à toucher les choses, quand on commence à dire, bon, il y a autant de nombres pairs que de nombres impairs. Oui, bon, ça c'est logique, puisque quand tu vas avoir 1, 3, 5, il va y avoir 2, 4, 6, on imagine bien qu'il y en a autant. Je dirais, mais il y a autant de nombres pairs que de nombres. Il n'y a pas plus de nombres. C'est-à-dire on prend les nombres pairs, on ajoute les nombres impairs, ben, il y en a autant que les nombres pairs. Il n'y en a pas plus. Et là, voilà. Et à partir de là, on commence à toucher du doigt. Et moi, je cherche justement cette sensation qu'on peut avoir de dire, oula. Moi, il y a un truc que je faisais en astronomie. J'avais des gens et je leur essayais de les faire rentrer dans l'infini. Je disais, ok, donc l'univers, machin, c'est ça. Et après, maintenant, d'après vous, l'univers est infini. Donc, il est dans quoi? Ah, il est infini. Donc, il est contenu dans rien. Ah. Et après, ils étaient... et donc, il y en a qui ramenaient à Dieu. Quand ils comprennent plus, c'est... Oui, mais c'est Dieu, on ne peut pas comprendre. C'était... Voilà, cette notion de ok, on met Dieu à la place. Ouais, bah moi pour moi si c'est juste si Dieu c'est juste appeler ce qu'on comprend pas, moi ça me va, je veux dire, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'en même temps il y a cet univers qui est infini, donc il est dans quoi? Bah il est dans lui-même, hein, il est infini. Ok, mais il grandit. Ah, il grandit dans quoi? Il grandit dans quoi? Bah il grandit dans lui-même puisqu'il est infini. Ah. Et après il y a même aussi la théorie donc de Jean-Pierre Luminet qui dit que l'univers est fini sans bord, c'est-à-dire il finit mais il reboucle sur lui-même, voilà. Mais il grandit. Ouais. Et alors là, c'est... Moi, je me rappelle le bouquin de Jean-Pierre Luminet où il expliquait avec des... il faisait ça avec un collant et une balle. Et il disait, tiens, regarde, ça, c'est l'espace-temps. Puis il mettait la balle dans le collant, comme ça. Il disait, voilà, donc maintenant, toi, tu fais ça là, et puis il se passe ça là. Alors, t'as ça là. Et bon, maintenant, tu l'as vu en 2 dimensions. 3 dimensions, essaye 4. Puis plus aussi éventuellement. Et ça, c'est génial. Ça, c'est. Il y a une vidéo qui tourne sur le web, je trouve vachement bien. C'est un gars qui avait monté une espèce de, il avait tendu un tissu mais élastique autour d'un arceau et justement il montrait avec des boules de différents poids ce que c'était que la gravité. Il faisait tourner, c'est-à-dire que il voyait que il mettait une boule de pétanque au milieu et puis ensuite il lançait des billes autour, elle se mettait à tourner puisqu'il y avait donc un trou. Et il disait voilà, maintenant si j'en lance 2 en même temps, mais une moyenne, une petite.
Et on voit que la petite se met à tourner autour de la moyenne, ce qui déjà est beaucoup moins naturel pour les gens. Ensuite, il dit maintenant s'il y a un pic en dessous, il dit voilà, ça c'est l'énergie noire. Et il fait tout ça, et la vidéo, bah, elle est disponible, je crois que je l'avais mis en lien, je sais plus sur laquelle. Je l'ai mis en lien probablement sur la vidéo où je parle d'énergie noire, donc sur l'univers, elle est en lien dans la description, sur visualiser la gravitation. Mais effectivement, à chaque fois, ça reste que de deux dimensions. Et moi, le problème que j'ai, c'est, voilà, je me rappelle sur mon tout premier épisode, sur est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre, le micro-trottoir, j'avais eu des réponses. Mais il y en avait une qui m'avait sorti cette réponse-là, qui m'avait dit, mais en fait, le Soleil, c'est comme si l'espace c'était un drap et que le Soleil était posé sur un drap, et que donc du coup, ça fait tourner la Terre. Et je me disais, c'est dommage parce que du coup, la vulgarisation, on sent que l'idée est passée, mais pas le bon message. Parce que c'est pas du tout comme un drap. Parce que ce drap, en fait, c'est même pas qu'il est en 3 dimensions, c'est qu'il est en 4 dimensions, effectivement, puisque c'est l'espace et du temps. Et tout ça, ça passe complètement à côté. Les gens visualisent cette idée du drap, en fait, avec une espèce, avec la boule donc qui s'enfonce, et puis du coup, ça fait comme un creux, et ça tourne autour. Et voilà, donc c'est la limite de la vulgarisation. Ouais. Elle est là. Mais c'est vrai que les gens ont toujours tendance à penser que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et pas l'inverse. Ce qui est tout à fait défendable, hein. C'est d'un point de vue relativiste, ça a du sens. Moi, c'est vrai que en tant que moi, je regarde le ciel, je vois le soleil tourner. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue purement scientifique, ça a pas vraiment de sens parce que les forces qui sont en jeu n'ont rien à voir. Mais moi, je me rappelle, je voyais l'étincelle dans le regard des gens au moment où je leur disais bon, s'ils me disaient bon, c'est la gravitation qui fait tourner, enfin c'est la gravité qui fait tourner la Terre autour du Soleil. Je leur disais ok, la gravité, c'est ce qui fait que si je lâche un objet, il tombe par terre. Je dis oui. Je dis alors pourquoi la Terre ne tombe pas sur le Soleil? Et ce moment-là, je voyais bien dans le regard du merde, mais il a raison ce con. et voilà, moi c'est ça que je cherchais. Merde, mais oui, pourquoi? Et ce qui est dingue, je devrais peut-être pas le dire, mais bon, je le dis quand même, je m'en fous. C'est qu'au moment où je posais cette question, en fait, elle m'était venue pendant que je faisais le micro-trottoir. C'est-à-dire au moment où je posais cette question, j'avais pas de réponse claire. Je me suis dit, pas grave, je trouverai. Il y a une réponse. Et l'autre, la question aussi, qui est leur dire et donc, tu sens la vitesse sous tes pieds? Oui, c'est ça. Là, le temps que je finisse cette phrase, j'aurais avancé de 2000 km. C'est Florence Porcel qui commence son TEDx comme ça. Tu vois, mais c'est. Et pourtant, on ne voit pas. Si la Terre arrêtait de tourner, qu'est-ce qui se passerait? Si elle arrêtait de tourner juste une seconde. Ouais. Ça, c'est Vsauce, il est bon pour poser ce genre de questions. Ouais. Mais ça, c'est vachement bien. Donc voilà, la science, c'est carrément, c'est passionnant. Donc c'est vrai que la culture geek a hissé le chat de Schrödinger à une sorte de dieu. Le chat de Schrödinger, il fait plein de trucs. Vachement bien. Donc voilà, c'est un des dieux du panthéon geek. Mais c'est une notion vertigineuse qui est absolument passionnante et que voilà, qui est pour des choses qui introduit à des choses totalement infinies tout de suite. Et qui touche tous les secteurs de l'univers, du plus petit au plus grand. Et là, la relativité, la physique quantique et autres choses de très bon goût. Mais c'est là où je suis content justement aussi, c'est qu'avec cette culture geek et Internet, hein, clairement, parce que comme je suis pas tout jeune, je me rappelle quand même du monde sans Internet, c'est que Internet a permis notamment de faire découvrir aux gens Nikola Tesla. Et mine de rien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde geek, les gens savent que Tesla, c'est pas n'importe qui. Ils savent pas nécessairement qui c'est, mais ils savent que c'est pas n'importe qui. Je vais dans la rue, je demande Nikola Tesla, personne ne connaît, alors que Thomas Edison, tout le monde connaît. Donc ça, c'est bien. Après, la limite, c'est effectivement, moi je vois, hein, c'est les gens qui me demandaient dès le 2e épisode ou dès le 3e épisode, me disent, fais un épisode sur la théorie des cordes, ou sur le chat de Schrödinger. Je leur dis, ouais, mais on va peut-être y aller étape par étape, parce que balancer le chat de Schrödinger comme ça, c'est un peu chaud. Ouais. Surtout que les gens ont beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Les gens visualisent pas. Bon, déjà la mécanique quantique, de toute façon, personne visualise que dalle. Mais les gens en plus visualisent pas la différence entre les analogies et les expériences qui peuvent vraiment être faites. Est-ce qu'il avait vraiment mis un chat dans la boîte? C'est ça. Est-ce que ça a du sens? Et évidemment que voilà, pour le chat de Schrödinger, sans vouloir spoiler, je suis désolé, mais c'est une expérience qui n'a pas de sens. C'est vraiment une analogie qu'il donne juste pour essayer d'expliquer
probablement à ses étudiants, je sais pas dans quel cadre il l'avait fait, mais pour essayer d'expliquer ce que ça signifierait à notre échelle si ça se passait comme à l'échelle quantique. Mais un chat qui est vivant et mort à la fois, c'est une question qui est philosophiquement intéressante. Voilà, de dire tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Pour moi, c'est la même question que de dire quand un arbre tombe dans la forêt, s'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? C'est une question philosophique, mais le scientifique va dire oui, il fait du bruit. S'il y a de l'air, bon, bah, ça va faire un choc, ça va bouger de l'air, ça fait du bruit. Point. On va dire mais tu peux le prouver? Non, je peux pas le prouver. S'il y a personne pour l'entendre, je ne peux pas le prouver. Mais de fait, ça fait du bruit. Et le chat, c'est pareil. Je veux dire, c'est à l'échelle du chat. Dès l'instant où la particule va changer et qu'il est censé mourir, il va mourir instantanément. Il reviendra plus à la vie après. Voilà. À notre échelle, ça n'existe pas. Mais à l'échelle des particules, c'est plus compliqué parce que c'est pas que ça existe. En réalité, c'est que ça n'existe pas non plus, mais que ça se comporte comme si ça existait. Enfin voilà, c'est la mécanique quantique. Ce qui est passionnant, c'est justement, actuellement, les scientifiques calent encore sur quelque chose d'important, c'est de savoir donc de la relativité ou de la mécanique quantique qui impacte et qu'est-ce qui impacte et à quel niveau, on ne sait pas. Ce qui est assez marrant, c'est que avant des découvertes, ça pouvait durer. Les recherches pouvaient durer très longtemps, alors que là c'est comme l'overboard. Non mais on le veut demain, là les mecs, bougez-vous. Et alors que ça fait très très longtemps qu'on cale là-dessus et qu'il n'y a rien qui infirme une thèse ou une autre. Les deux ont raison et pourtant elles sont contradictoires. Donc elles sont contradictoires, elles s'appliquent pas à tout, alors qu'elles seraient censées s'appliquer à tout. Et on cherche, c'est comme la matière noire. Et les gens disent mais pourquoi on trouve pas? Mais on trouve pas parce qu'il faut le temps de chercher et cette accélération du temps. Mais on veut quoi? Ouais, mais on peut pas. C'est pas encore. Ouais, bah les gens veulent des nouveaux paradigmes. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on a un problème là. Et vous laissez rentrer n'importe qui. Hein. Bon. C'est qu'on est live là. Hein. Voilà, c'était Fujix Guru qui est venu perturber l'interview. Voilà, et qui perturbe et beaucoup de choses. Et qui n'a pas refermé le rideau. C'est pas grave. Ouais. Du coup, je sais même plus ce que je disais. Non, on était parti très loin. En fait, j'espère qu'on les a pas perdus. On était sur l'incompatibilité entre gravitation et mécanique quantique. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, on va peut-être vous reprendre un petit peu. Là, on va vous réveiller parce que sinon, on va vous. Bon, bref, la science, c'est passionnant. C'est passionnant et donc on nous prouve tous les jours. Y penser nous le prouve tous les jours en vous scotchant derrière votre écran et en vous disant oh là là, oh putain, quand même. Voilà. Et ça, ce jeu-là, c'est quelque chose il est important que ça arrive en France maintenant. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et en ça, tu es tout à fait moteur. Il y a beaucoup de gens qui te font des hommages dans leurs vidéos. Ouais, c'est cool, c'est toujours très sympa. Et puis moi, où je suis content, c'est effectivement, on en discutait avec Patrick, donc d'Axolot, il y a quelques temps, c'était le fait que, sans aller jusqu'à dire qu'on a lancé quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas du tout cette prétention-là, mais on se rend bien compte qu'on est arrivé à un moment où ça a commencé à démanger beaucoup de monde. Parce qu'on a vu, après nous, il y a eu énormément de chaînes qui se sont créées. Quand je dis après nous, c'est vraiment purement chronologiquement. Je pense pas qu'on ait plus inspiré que ça les gens, peut-être, hein, tant mieux. Mais je pense que les gens, ça les démangeait vraiment. Et puis c'est parti d'un coup. Et là, maintenant, il y a des dizaines de chaînes. Alors, il y en a qui sont, entre guillemets, pas sérieuses, mais pas au niveau du contenu. Il y en a qui sont pas sérieuses, où la personne va faire une vidéo, puis s'arrêter. Il y en a qui font ça pour l'argent, ils vont faire une vidéo, ils vont voir qu'ils ont 14 vues, qu'ils n'ont pas d'abonnés, donc ils vont dire bon ben ça rapporte rien, je me casse. Mais il y a vraiment des chaînes sérieuses qui arrivent. Moi, je pense notamment à Dirty Biology qui est en train de cartonner. Il y a Codemu en français. Voilà, il y a les gens de la vidéothèque d'Alexandrie qui nous font toute la soirée ça. Ah, c'est cool. Ouais, il y en a un paquet qui sont arrivés et c'est bien parce que on sent qu'il y a des choses qui s'organisent. Ça c'est bien. Voilà, mais on attendait vraiment beaucoup ça. La preuve, nous, on a créé le flux conférence juste pour pouvoir tous vous inviter tellement. Enfin voilà quoi, c'est vraiment important. On attendait ça depuis longtemps parce que on va regarder des chaînes, voilà, qui se trouvent toutes aux États-Unis. D'abord, c'est pas comme si on comprenait tous l'anglais parfaitement. Et ensuite, c'est une culture un petit peu différente et les clins d'œil, on les perçoit moins bien, etc. Et c'était vraiment important qu'on ait
qu'on ait enfin de la science qui vienne, de la science patiente et de la science sérieuse. Ouais. Voilà. Et pas que de la science d'ailleurs, juste de la connaissance, on va dire. Ouais, et vraiment disponible pour tout le monde, quoi. Et c'est là où je suis content aussi, c'est que j'ai reçu un très très bon accueil d'institutions que je connaissais déjà et que j'admirais. C'est-à-dire que moi maintenant je suis en contact avec les gens du CNES, de la Cité des Sciences, du Palais de la Découverte, tout ça. Je veux dire, Le palais de la découverte, quoi. voilà, maintenant, c'est mes copains, quoi. Donc moi je suis vraiment content de ça, je suis vraiment touché. Et voilà, donc on va probablement l'Institut Pasteur aussi, donc on va essayer d'organiser des choses, parce que là ce qui se passe c'est que moi maintenant je suis un gamin qu'on a oublié à la fermeture d'un grand magasin, quoi. Et donc je suis dans le grand magasin, je sais que je vais y passer la nuit, je me dis bon alors qu'est-ce que je vais faire? Alors les bonbons, jouets, high tech, j'hésite. Et donc voilà, donc et ça je suis content de voir effectivement que il y a un super accueil, y compris de ceux qui sont dans la place depuis très longtemps. Et qui non seulement évidemment ne se sentent pas menacés parce qu'ils n'ont qu'une raison de se sentir menacés, mais en plus de ça, sont vachement demandeurs, quoi. T'as des profs aussi qui servent de tes vidéos, Ouais, j'imagine. ouais. Bah, la semaine prochaine, il y a même une prof la semaine prochaine, je fais une intervention dans une école. C'est la première fois que je fais ça. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Mais oui, il y a des profs de plus en plus maintenant qui passent des vidéos en cours. Donc ça, c'est cool. Donc alors, à un moment donné, ça m'a posé la question de dire maintenant, est-ce qu'il faut que je fasse gaffe à ce que je raconte maintenant dans les vidéos, genre en termes vraiment on va dire allez, pour dire très simple, on va dire de vulgarité. Voilà, même si je suis pas quelqu'un de vulgaire, mais il m'arrive de lâcher un merde ou un putain, je veux dire, voilà, c'est. Oui, mais sinon, c'est, enfin, sinon, mais c'est pas c'est aussi le c'est jeu. C'est ce que disait moi. T'inquiète, les profs, ils font pareil, ils savent. Voilà, c'est ça. Si tu fais de l'autocensure, du coup, ça va se lisser. Et, c'est ça, donc il n'est pas question. Donc du coup, c'est un peu ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais continuer comme si de rien n'était. Puis c'est à eux de gérer. De toute façon, les profs, ils savent très bien gérer ces trucs-là. Voilà, si on prenait les questions Ask FM, parce que du coup. Sur les questions, du coup, j'ai des questions sur. Pardon. Je vais reprendre un peu plus vieilles. Il y a des gens qui se posent en termes d'évolution des vidéos. On voit que finalement, tu as différents formats. Par exemple, tu as les Breaking Balls, tu as les formats qui sont un peu plus longs. Et il y a des gens qui posent la question de savoir si, par exemple, tu pourrais passer sur des expériences. Pour faire montrer sur des expériences, montrer comment ça se passe, comme pouvait le faire un petit peu du coup C'est pas sorcier à l'époque. On avait des illustrations, est-ce que c'est quelque chose vers lequel éventuellement tu pourrais évoluer? Alors, les expériences, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais j'y crois pas, en tout cas pas tout de suite. Le truc qu'il y a, c'est que bon, moi, c'est beaucoup lié à la façon dont je procède pour faire une vidéo. C'est-à-dire vraiment, j'écris, je tourne dans la foulée, et en général, quand je tourne, il peut être 3 heures du matin, je tourne dans mon bureau, donc j'ai pas de matos particulièrement pour faire des expériences. Il y a des gens qui font ça très très bien. Il y a des gens qui font ça non seulement très très bien, mais de façon vraiment très très imaginative, très très créative, très innovante et tout. Je pense à Dr Nozman qui montrait aux gens comment fabriquer certaines choses, ou je pense notamment, surtout à Experiment Boy, qui lui, sur sa chaîne, je veux dire que lui il rigole pas. C'est-à-dire quand il fabrique, à un moment donné, s'il veut juste faire sauter une bouteille d'eau, il va fabriquer un marteau, il va fabriquer un piston, il va fabriquer un afficheur à LED, il va faire un truc, il va le programmer avec une puce Arduino. Là, on est sur du boulot, on est quand même sur un autre niveau. Donc moi, si c'est juste pour mettre un Mentos dans une bouteille de Coca, il y a beaucoup de gens qui, non mais, je veux dire, sur le principe, il y a beaucoup de gens qui le feront beaucoup mieux que moi. Après, il y a des expériences que je peux faire et que je vais faire. Mais ça, tout va bien. Après, il y a certaines expériences que je peux faire et que je vais faire. Donc ça, c'est. Mais d'imaginer qu'il y aura vraiment des formats dédiés aux expériences, ça, je pense pas. Je pensais plutôt dans le cadre des épisodes classiques. Des fois, j'illustre simplement avec une animation After Effects. Ton micro ne marche pas. Mon micro ne marche pas. Bon, mais du coup, je change de micro et ça va passer beaucoup mieux. Ouais, dans le cadre des épisodes qui existent, des fois, je ferai peut-être des expériences pour remplacer une illustration After Effects. Parce que j'aurai l'occasion de la faire et parce que ça fonctionnera.
Mais faire des vidéos d'expérience, pour l'instant, je vois pas comment je pourrais faire ça. Clairement, j'ai pas les épaules, quoi, je pense, pour l'instant. D'accord. Moi, il y a un truc, je suis assez fan du genre de vidéo que tu fais, parce qu'en fait, je trouve les gens ont quand même spontanément tendance à se mettre des barrières sur les principes scientifiques en se disant c'est des sciences, c'est trop compliqué, c'est les maths, c'est trop compliqué, c'est la physique, c'est trop compliqué. Alors effectivement, derrière, tu peux avoir des maths ou des théories qui sont super balèzes, qui vont très très loin, mais après, le principe, tout le monde peut les comprendre, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Et le fait de pouvoir avoir ces vulgarisations, je trouve ça absolument fantastique. Et ce que je trouve compliqué par rapport à ça, c'est le degré de vulgarisation. Par exemple, moi j'ai un pote qui bosse, il a fait sa thèse, il fait de la physique, et sa thèse, en fait, pour créer sa thèse, il a créé un GPS, sans satellite. Oh. C'est bon ça. Voilà. Et il a juste fait ça, quoi. Il a expliqué, par exemple, il met ça dans un avion, le chasseur il fait 1000 km et au bout de 1000 km il sait où il est à 1 mètre près. Donc il est capable de tracer ça super dans le détail. Et par contre, quand il explique, ça devient quand même super ardu, quoi. Et, Ouais. arriver à avoir justement cette bonne maille, c'est pas forcément évident, quoi. Non, mais la difficulté est là. Et moi, c'était vraiment la question que je m'étais posée avant de commencer, parce que c'est vrai que quand je me suis lancé vraiment d'un coup. Je me suis dit bon allez, hop, faut pas réfléchir, faut y aller. La seule question vraiment que je me suis lancé, c'est jusqu'à quel niveau de détail est-ce que je vais. Parce que clairement, je voulais pas faire un cours de physique. Parce que c'est pour faire un cours de physique, il vaut mieux un prof. Moi, j'ai pas le niveau pour faire un cours de physique. Là, pour le coup, je suis sûr que je dirais un paquet de conneries. Mais je voulais pas non plus. Et j'adore C'est pas sorcier. Qu'on soit clair, c'est en préambule, j'adore C'est pas sorcier. Mais C'est pas sorcier, c'est de la vulgarisation, on va dire, légère. C'est globalement, mais c'était d'un autre côté, c'était le but. C'est-à-dire que des fois, ils allaient un peu plus profondément dans le détail, mais en général, ils expliquaient assez simplement les choses. Ils avaient des maquettes, on visualisait bien les choses. Moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin. J'avais envie d'aller un peu plus loin dans l'explication, encore une fois, sans que ce soit un cours. Mais pour moi, ça ressemblait vraiment plus à ce que faisait un Veritasium, par exemple, sur YouTube. Veritasium, il vulgarise. Alors des fois, maintenant, des fois, il va un peu plus loin. Des fois, c'est un peu velu ce qu'il raconte, mais globalement, il essaie vraiment de vulgariser sans lâcher les détails. Je dirais l'équivalent en français je dirais de mon objectif, voilà, en français, c'est ce que fait Étienne Klein. Étienne Klein dans ses conférences, parce qu'à côté, il fait des cours, bien sûr, qui là sont des vrais cours, mais dans ses conférences, voilà, c'est ça. Ok. Et juste, parce que tout à l'heure, tu as mentionné le fait qu'il pouvait t'arriver malheureusement de te planter dans certaines vidéos. Et pour être à niveau, toi, par rapport par rapport aux théories que tu vas exposer, c'est comment tu fais? C'est des bouquins que tu vas potasser à côté, tu as des gens, tu as des profs, ou tu as des scientifiques qui sont là pour t'aider. Tu fais vérifier tes documents, comment tu fais ça? Alors, je fais pas vérifier mes documents, c'est-à-dire je fais tout seul, mais donc c'est des bouquins, c'est internet, c'est de la lecture, c'est beaucoup de choses, c'est des vidéos. Et en général, d'ailleurs, quand je me plante, c'est pas tellement sur un sujet que j'ai mal potassé, c'est plutôt sur un moment donné, je m'enflamme. C'est genre pendant que je suis en train de tourner, je dis voilà, dans un verre d'eau, vous avez des milliards d'atomes. Après, je réfléchis, ça fait quand même beaucoup d'atomes, ça. Ça doit pas être autant que ça. Alors, quand je m'en rends compte sur le coup, je le corrige immédiatement. Quand je m'en rends compte au moment du montage, je fais une incrustation. Quand je m'en rends compte, une fois que la vidéo est sortie, je fais une annotation. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui s'en rend compte, je m'excuse et je fais une annotation. Mais les annotations, tout le monde les voit pas. Okay. C'est le problème. C'est la plus grosse connerie que j'avais sortie comme ça. Elle était horrible, celle-là en plus. C'était sur pourquoi le soleil nous réchauffe. Et j'explique qu'un électron, ça va super vite autour du noyau d'un atome. Ça va à la vitesse de la lumière. Ce qui est une énorme absurdité. Ça va pas du tout à la vitesse de la lumière. Ça va à 1% de la vitesse de la lumière à peu près, ce qui est déjà rapide. Mais ça va pas du tout. Les photons, il faut pas avoir de masse pour aller à la vitesse de la lumière. Donc un électron, ça va pas à la vitesse de la lumière. Je m'en suis voulu de celui-là. Et quand tu fais tes vidéos, en fait, on voit aussi, tu jongles sur plusieurs choses, en fait. On te voit parler de choses très sérieuses, parler théorie, éventuellement tu peux avoir des schémas, des illustrations, et on te voit aussi des moments qui sont plus détendus, où tu manies plus l'humour, où tu vas faire des clins d'œil. Et comment est-ce que tu fais pour trouver l'équilibre entre tout ça? Là, je dirais, ça se fait à tâtons. Mais je le vois, c'est-à-dire que quand je regarde les anciens épisodes, je le vois que il y a des fois c'est forcé, quoi. Il y a des fois on sent vraiment qu'il y a eu le plan de coupe, je me tourne, je regarde hors caméra, je fais une vanne, mais qui tombe de nulle part, et voilà, mais après c'est
c'est vraiment, quand je dis ça tâton, ça se fait vraiment au feeling et à la volée, parce que comme je dis, moi j'écris pas mon texte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent tout leur texte. Ensuite, il y a des gens qui écrivent tout leur texte, ils se permettent des variations. Moi, j'écris pas du tout mon texte. Moi, je fais un plan détaillé de ce que je vais raconter. Sauf pour Breaking Balls, parce que Breaking Balls, on a des dialogues. Donc, c'est comme on est deux. Donc là, il y a un texte qui est écrit. On en parlera d'ailleurs de Breaking Balls, parce que je me fais allumer, moi, sur Breaking Balls. Enfin, bon, on en parlera après. Et donc, ce que je dis, oui, voilà. Donc, moi, j'écris pas mon texte. Donc, du coup, ça vient comme ça vient. Et c'est pour ça, les gens me disent, oui, t'as mis des références à Kaamelott, t'as mis des références à machin. En fait, j'ai pas mis, c'est juste que c'est des références que j'ai, quoi. D'accord. Et pour rebondir sur Breaking Balls, du coup, en quoi Breaking Balls est différent, pour ceux qui les ont pas encore vus, en quoi c'est différent des autres vidéos que tu publies traditionnellement? Alors, Breaking Balls, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc l'équipe du French Ball. Ce sont des gars que j'aime beaucoup. Donc, on a les frères Descraques, on a donc François et Raphaël Descraques, il y a Slim Beroun, toute une équipe, voilà, qui sont beaucoup liés à toute cette, notamment à l'équipe Suricat. Et d'une manière générale aussi, enfin à tout ce qui se fait d'humour sur internet. Et ils ont lancé une web série qui s'appelle La Théorie des Balls, qui est en fait la saison 2 d'une autre série qui s'appelait J'ai jamais su dire non. Et dans cette série, La Théorie des Balls, à chaque épisode, il y a un personnage qui s'appelle Mitch, qui développe une théorie psycho-quantique. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut expliquer les relations entre les gens à partir de la mécanique quantique. Et donc à chaque épisode, il explique, oui, voilà, en fait, ce problème-là, c'est parce qu'ils sont intriqués dans la théorie des balls. Ce problème-là, c'est parce qu'il y a une superposition des états quantiques. Et c'est pas mal. À ma connaissance, c'est la seule web série qui parle de science de façon pas trop débile. Parce que même si c'est drôle et même si la série est complètement déconnante, au sens vraiment, c'est une comédie, quoi. Le côté science est pas complètement débile. Et du coup, j'avais discuté moi avec Slim et avec François Descraques de la possibilité de faire une chronique où j'expliquerai pour chaque épisode, j'analyserai la théorie qui a été développée pour dire voilà sur quoi ça se base, voilà ça c'est vrai, ça c'est des conneries, ça c'est n'importe quoi, ça c'est rigolo. Et c'est tout. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire Breaking Balls. Breaking Balls, c'est une mini-série qui est hors série sur la chaîne. C'est 5 épisodes au total. Il y aura peut-être un 6e épisode si on fait un épisode pour le final de la saison. Mais c'est tout. Et moi, j'étais assez étonné de voir quand j'ai lancé ce truc-là. Alors, c'est vrai que comme je voulais pas spoiler quoi que ce soit, j'avais rien annoncé, sinon qu'il allait se passer quelque chose autour de la théorie des balls. Et du coup, quand j'ai lancé ça, les gens se sont dit « Ah, mais... Non, nous on préférait les anciens formats, pourquoi t'as arrêté ?» J'ai rien arrêté du tout, je veux dire, le dernier format il a une semaine les gars. Je veux dire, et du coup voilà, et donc là il y a un deuxième qui est sorti, donc la rebelote, les gens, ouais non, voilà, c'est n'importe quoi, c'est du humour. Alors après bon, il y a les rageux, hein, troll jouer le bitroll. Merci. C'était constructif. Voilà. Et puis, mais moi, si je peux en rassurer, ceux que je souhaite rassurer, c'est ceux qui disent je comprends pas pourquoi t'as abandonné l'ancien format. J'ai pas abandonné l'ancien format. Hein. C'est donc, si on compte bien en janvier, ça va faire 6 épisodes en janvier qui sortent. En janvier, je vais pas dormir beaucoup. Alors, question du coup concernant l'épisode 2 de Breaking Balls. Il y a un moment où tu parles de psychologie, on sent que tu as un peu de mal. Et il y a un texte qui s'incruse juste sur une image. Voilà. Ah, c'est l'épisode 1, pardon. Ouais. Et j'ai pas réussi à stopper exactement comme il faut. Tu racontes quoi dans ce texte? Ah oui, alors, d'abord, pour ceux que ça intéresse, quand vous regardez une vidéo sur Twitter, il y a moyen dans les paramètres de ralentir. Ah. Hein, dans paramètres, il y a la vitesse de flux, on peut la passer à 0,25. Donc à 4 fois plus lent. Donc c'est beaucoup plus simple pour les images subliminales, parce que ça on me demande à chaque fois. Parce que moi j'adore mettre des images, c'est pas subliminal d'ailleurs, puisqu'on voit qu'il se passe quelque chose, mais j'adore mettre un... Alors ce qui se passe en fait, c'est que oui, je tanne les psychologues. Alors ça c'est un truc que j'aime bien faire dans les vidéos, mais à chaque fois je le fais avec un clin d'œil. Je l'avais fait aussi sur Mendeleïev où j'avais tanné un peu les géologues. J'avais dit bon, on va quand même pas écouter ce qu'il raconte, ce mec qui fait de la géologie. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours éclaté de voir au sein de la communauté scientifique, il y a des sciences nobles et il y a des sciences à la con. Et c'est quelqu'un qui fait de la physique théorique se moque d'un géologue ou se moque d'un chimiste. Et après il y a les sciences dures et les sciences humaines. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font des sciences dures, bon, c'est de la psychologie, de la sociologie. Donc on va l'écouter poliment, on va sourire. Voilà. Et moi j'aime bien rire de ce truc-là. Alors parce qu'évidemment moi j'ai profond respect pour toutes les sciences, y compris les sciences humaines. Et donc à ce moment-là, quand il y avait un truc qui était n'importe quoi, je dis c'est peut-être la partie psycho de justement la théorie psycho-quantique. Et donc il y a Baptiste avec qui je fais cette émission qui fait mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis
c'est pas de la vraie science, comme la psychologie. Et à ce moment-là, justement, c'est coupé, il y a une image où je dis, alors je fais un faux message de la production. Je dis voilà, la production décline toute responsabilité et ne se sent pas concernée par les propos tenus par Bruce sur ce sujet. Nous respectons bien sûr tous les psychologues ainsi que toutes les sciences, tous les scientifiques de toutes les sciences, sauf les météorologues, parce qu'il faut pas déconner. Voilà, en gros, c'est pas du mot à mot, mais en gros, c'est ça. Okay. Ouais, moi, par exemple, je me souviens que quand j'étais au lycée, j'avais pris une voie économique et j'ai eu la même prof en première et en terminale. Elle a passé 2 ans à nous dire, mais l'économie, c'est une vraie science. Et elle se justifiait, elle passait son temps à dire, mais non, on est une vraie science. On est comme de la biologie, on est comme de la physique, on est une vraie science. C'est ça. Alors, effectivement, l'économie, c'est une vraie science qui cherche à modéliser. Après, le souci, c'est que je vois comment ça nous était enseigné et comment c'est la vraie économie, ça n'avait strictement rien à voir, quoi. Mais c'est clair parce que ça nous, mais de toute façon alors je vais pas dire qu'il y a un vrai problème au niveau de l'éducation en France parce que j'ai pas les compétences ni les connaissances sur le sujet, mais ce qui est clair, c'est que alors de mon expérience, on ne m'a pas enseigné les choses comme j'aurais aimé aujourd'hui qu'on me les enseigne, qu'on me les enseignât, Voilà, c'est subjonctif, c'est bien. Et voilà, mais pareil, moi j'ai découvert très tardivement, je crois que c'était en première ou en terminale, j'ai découvert que l'histoire, c'est une science. Être historien, c'est une science, je veux dire, c'est faire des recherches, c'est proposer des modèles et valider ces modèles, proposer des hypothèses. Voilà. Est-ce que cette guerre n'a pas été déclenchée parce qu'il se passait ci, ça, ça, ça? Bon, bah, document. Ah oui, on a trouvé la lettre, donc c'est effectivement ça, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est vrai que c'est un boulot qui peut être impressionnant. Par exemple, là, je suis en train de lire une biographie sur Himmler. T'as quoi? T'as 600 pages de biographie et t'as 250 pages de notes qui sont écrites en police 8 et c'est super tassé. Et t'as toutes les 2 lignes, t'as une référence en disant c'est tel document. Il y a un travail de fourmi de documentationnaire qui est absolument monstrueux. Hein. C'est ça, et c'est ça que je trouve aussi pas mal, même si ça a ses limites sur Wikipédia justement. Moi j'ai déjà vu des gens essayer de créer des pages sur Wikipédia où ils se font blackbouler dans la foulée en disant mais il y a pas de sujet à part entière. Ah oui, mais parce que vraiment, on trouve de tout sur Wikipédia. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la limite du truc, c'est qu'il suffit qu'il y ait des sources pour que la page existe. Il n'y a pas besoin que ce soit vrai nécessairement. c'est le problème. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu des gens écrire des choses, voilà, et on a besoin de sources. Et si ça permet au moins aux gens d'avoir ce réflexe qui consiste à dire quand je dis quelque chose, je peux vraiment montrer les sources, je peux vraiment dire d'où ça sort. Moi, je me rappelle au début quand j'ai lancé Y penser, je mettais pas de source en description. Pour moi, voilà, je disais bah, c'est la gravitation, c'est Newton, il a dit ci, il a fait ça. Voilà. Et pour moi, ça me semblait tout à fait suffisant. Et les gens disaient ouais, mais quelles sont tes sources? Alors au début, j'étais comme un con, je dis bah je sais pas, un cours de physique 2 secondes. Mais sauf que non, c'est pas des sources, il faut des sources. Et du coup, maintenant, à chaque fois, il y a des sources, où il y a des liens en rapport, etc. Et j'étais vachement content de voir que les gens, ils veulent avoir des sources. Ils cliquent pas, ils font ce qu'ils veulent, mais ils veulent avoir des liens vers lesquels pointer, où ils peuvent aller chercher eux-mêmes des informations supplémentaires. Alors c'est vrai qu'après, je peux toujours leur dire, ouais, Google est ton ami, débrouille-toi, mais au moins ça donne des pistes. Voilà. Effectivement, et comme ça, tu peux avoir un rôle d'accompagnement. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait de job. Moi, par exemple, j'ai un job où on travaille que sur la source, où systématiquement tout prouver. Et les gens avec qui je travaille, systématiquement, ok, mais pourquoi tu dis ça? C'est quoi ta source? C'est quoi ton échantillon? Et systématiquement, et professionnellement parlant, alors que moi, quand j'étais gamin, je me disais, on va être super sérieux, ça va être très carré et tout ça. Et que depuis que je fais ce job-là, ça fait 10 ans que je bosse, donc pendant 9 ans, on m'a jamais demandé mes sources, quoi. On m'a jamais demandé, c'est quoi prouve ce que tu fais, jamais. Ah, c'est ça, bah, de toute façon, dès que ça touche plus ou moins à l'administratif, au juridique, enfin même on va dire au parajuridique, parce que je sais pas si c'est proprement parler du juridique, mais c'est clair que là c'est ah oui, et à quel moment? Et c'est là on dit oui, mais ça a été écrit dans un mail, ça n'a pas été juste dit, parce que si ça a été dit, ça n'a aucune valeur, enfin il y a tous ces trucs là. Exactement, ouais. En termes de sciences, du coup, tout à l'heure, tu as mentionné le fait que tu travailles dans l'informatique. Je suppose que tu as quand même un minimum de background en sciences, ne serait-ce que par ton intérêt personnel. En termes d'études, tu as fait quoi auparavant? Alors, j'ai un parcours qui est un tout petit peu, qui est pas tant que ça atypique, mais un petit peu atypique. Bon, j'avais passé un bac scientifique à l'époque où ça s'appelait encore le bac C. Il y avait le bac C et le bac D, donc D c'était plus sciences et vie de la Terre et bac C c'était plus physique, donc j'avais passé le bac C, c'était en 94, putain ça fait 20 ans, bordel.
Ça arrive Voilà. même aux gens bien. Donc, j'avais passé un bac C. Ensuite, j'ai fait maths sup, maths spé. Parce que je voulais être pilote de ligne à la base. Et donc, j'ai présenté le concours de l'ENAC pilote. Et j'ai présenté aucun autre concours. En tout cas, j'ai présenté aucun autre concours sérieusement. Mais d'un autre côté, je m'étais pas préparé, donc ça, je me serais de toute façon viandé, je pense, aux autres concours. Et donc ENAC pilote, et j'avais donc c'était des écrits, j'étais arrivé 36e sur 2000 de mémoire, et ils en prenaient 4. Ah. Oui, c'était un concours national, ils en prenaient 4, je crois, de l'année où je l'ai présenté. Et donc j'ai été à Toulouse, aux oraux, etc. Donc on a passé tout un tas de tests et compagnie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis fait rétamer à la visite médicale parce que je suis myope en fait. Ah, moche. Et voilà. Et donc, ce qui est chiant, c'est que c'est arrivé le dernier jour des oraux. C'est-à-dire que moi, j'étais arrivé au classement, j'étais peut-être, je sais pas, enfin, il restait peut-être une vingtaine de mecs. Enfin, de mecs et de nanas, hein, voilà, c'est une vingtaine de personnes. Et non, parce que ça, maintenant, faut faire gaffe sur le web. Hein. Ça part d'un coup. Hein. Et il restait peut-être une vingtaine de personnes. Et voilà, je devais être, je sais pas, je crois que j'étais en 3, 4 ou 5. Donc, c'est-à-dire que j'avais vraiment ma chance. Ce qui restait, en gros, c'était une visite médicale et une épreuve aérienne. C'est vraiment où on nous mettait dans un avion et on voyait si on avait le cœur bien accroché. Là, pour le coup, moi, j'ai à 14 ans, j'avais fait un stage à 14 ou 15 ans, je sais plus, j'avais fait un stage de voltige aérienne. Donc, c'est bon. Ça, je sais faire. Et donc, j'étais assez à l'aise. Et puis, je suis rentré, et puis, lunettes, le mec m'a dit non, désolé. Et je dis, vous auriez pu quand même le dire au moment où on s'inscrit, puisqu'on passe une visite médicale pour s'inscrire. Et il dit, ouais, c'est vrai qu'on devrait le faire. Ouais, mais non, mais même avec opération, je crois qu'ils acceptaient pas. Mais ce qui se passe d'un autre côté, je comprends. C'est-à-dire que s'ils ont 2000 personnes qui s'inscrivent à un concours, ils en prennent que 4. Ils peuvent se permettre de choisir comme ils veulent, quoi. Mais voilà, moi, le truc que je leur reprocherais, c'était vraiment de pas l'avoir prévenu quand on passe la visite médicale pour s'inscrire au concours. Et donc après, du coup, ça m'a complètement dégoûté. Je me suis posé la question, est-ce que je refais ma maths spé? Puis j'avais pas envie, j'avais pas envie, j'avais pas l'énergie. J'avais pas la volonté à l'époque, je savais pas du tout bosser en plus, donc je bossais pas. Sur moi, on m'a expliqué que maths sup, maths spé, fallait bosser tout le temps, je bossais pas. Donc c'était pas bien. Donc du coup, j'ai fait une équivalence en fac, je suis parti en fac de maths info, avec dans l'idée de faire des maths, et au final, j'ai fait de l'informatique. Et voilà, donc mon background scientifique, vraiment, ça s'arrête en maths spé, donc c'est bien déjà, hein, je veux dire, c'est pas... j'ai fait de la science, mais ça s'arrête en maths spé, et puis c'était, comme je dis, c'était à 18 ans, quoi. Et du coup, aujourd'hui, pour maintenir tes connaissances et en termes de sources pour faire tes vidéos, tu te bases sur quoi du coup? C'est quoi tes principales sources? Mes principales sources, je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a déjà toutes les chaînes YouTube auxquelles je suis abonné. Ou mine de rien, dedans, il y en a qui font des infos scientifiques, qui font des news scientifiques. Il y a tous les flux qu'on va trouver sur Internet, que ce soit sur Twitter ou même simplement sur des recherches Google, parce on regarde régulièrement sur tel site ou tel site ce qui se passe. Il y a les actus de manière générale, mais après il y a les bouquins, il y a les documentaires. Moi j'adore les documentaires scientifiques. Maintenant, ça fait quelques années qu'on en a de plus en plus et vraiment qu'il y a vraiment de la qualité. Je pense à Cosmos là, donc avec Neil deGrasse Tyson, qui a été une redite de la version de ce qui avait été fait par Carl Sagan en 80, je crois. Alors c'est pas exactement le même sujet, mais c'est vraiment dans la continuité. Je pense. Cosmos, c'est une série documentaire qui a été super bien réalisée. Parce que c'est vrai que bon, il y a tout et n'importe quoi aussi. Moi, par exemple, il y avait eu une série documentaire présentée par Stephen Hawking il y a quelques années, qui est en 3 épisodes, qui était pas terrible. Voilà. Mais récemment, voilà, moi, le documentaire que je conseille à tout le monde, c'est La magie du cosmos de Brian Greene, qui existe en DVD, voilà, qui est super s'ils ont envie de toucher un petit peu du bout des doigts la mécanique quantique et la théorie des cordes, il introduit vraiment très très bien le sujet. Mais c'est globalement ça, voilà, c'est des vidéos, c'est des sites internet, de l'actu, c'est comme tout le monde, quoi. Okay. Et en termes de pour faire t'es quand même assez productif en termes de vidéos. Et du coup, un épisode, tu mets combien de temps à préparer un épisode entre le moment où tu as l'idée et puis le moment où tu vas pouvoir avoir un produit fini en ligne? Alors, il y a une partie qui est difficile à évaluer, c'est la partie recherche en amont de l'écriture. Parce que ça peut être des fois sur des sujets où j'ai commencé à bosser il y a 15 ans, quoi. Je veux dire,
Et puis il y a des sujets que je connaissais déjà, qu'il y a 10 ans je les connaissais, j'ai juste besoin de me mettre à jour sur les noms des mecs et sur les dates. Il y a des sujets où simplement je me pose la question, j'ai aucune idée de quelle est la réponse, et c'est en cherchant la réponse que je me dis putain ça ferait une belle vidéo, mais ça va prendre des semaines. Donc toute cette partie là c'est dur à évaluer, ça peut aller de quelques heures à quelques mois, je veux dire. Mais maintenant, dès le moment où je me dis ça y est maintenant j'attaque l'écriture, jusqu'au moment où la vidéo est en ligne, en moyenne c'est entre 25 et 40 heures de boulot. Ça peut être plus. Il y a eu des vidéos où c'était largement plus. Évidemment, si c'est sur un quickie, ça va être beaucoup plus court. Si c'est sur un la preuve par vieux, ça va pas nécessairement être long au niveau de l'écriture parce que je suis en général la biographie de la personne. Mais ça peut être plus long des fois en termes d'animation derrière parce qu'il y a des vidéos où je me suis fait des animations en 3D qui sont compliquées. Je veux dire, sur la relativité restreinte, je me suis un peu cassé la tête. Et il y a des fois ça va très vite, mais voilà, c'est en moyenne, on va dire que c'est à peu près une quarantaine d'heures mises bout à bout pour faire une vidéo qui va faire 15 minutes. Quand c'est une vidéo d'une demi-heure, c'est beaucoup plus. Ok. Et d'un point de vue technique, tu travailles tout seul ou tu as une équipe qui bosse avec toi? D'un point de vue technique, je travaille encore tout seul pour l'instant. Alors c'est l'avantage, c'est que ça me permet de tourner à 3 heures du matin. Et voilà, cette nuit, il y avait un bout d'épisode qui me manquait que j'ai tourné entre 3 heures et 5 heures du matin. Cette nuit là, tout à l'heure. Et voilà, donc je fais encore tout seul, ce qui explique que voilà, techniquement il y a encore des choses qui sont à peu près, qui sont approximatives. Là, ça m'arrive encore des fois de laisser l'autofocus sur la caméra, de me rendre compte après coup, et puis il y a le point qui change et tout. Maintenant je fais de plus en plus gaffe. Pareil pour le son. Là j'ai pu découvrir à quel point le son c'est une tannée en fait quand on fait de la vidéo. Mais c'est le pire en fait. On pense que tout est relativement simple, c'est juste le son qui est chiant. Et voilà, donc là, c'est pareil, quand je fais du montage, c'est peut-être le truc qui me prend encore le plus de temps, c'est ça. C'est de nettoyer le son, passer en mono, puis en stéréo, pour qu'on n'ait pas le son que d'un côté. Ça, j'avais eu sur l'épisode D'où vient le vent, il y a ce problème-là, qui est le son avait été enregistré en mono sur une piste stéréo, ce qui fait qu'on l'a que d'un côté. Donc il y a des gens qui, selon l'appareil qu'ils ont, n'ont pas de son. Et ça c'est on n'entend pas le son, c'est dégueulasse, ça c'est de la merde et tout. Et le problème c'est qu'on peut pas réuploader juste le son ou réencoder. Donc sur YouTube c'est soit la vidéo elle reste telle quelle, soit on la supprime, on la refait complètement. Et pour l'instant voilà, donc peut-être qu'un jour je remixerai le son, je sais pas, mais en tout cas la vidéo reste là telle qu'elle est pour l'instant. Mais c'est des heures quoi le son. L'année dernière on a fait tout un festival avec du son pourri et on n'a pas pu mettre les replays en ligne parce que c'est pas écoutable, tout simplement. Ah, c'est un truc de dingue, moi. C'est un vrai métier pour le coup. J'ai énormément de respect pour les gens qui prennent le son maintenant sur des films où ils doivent prendre des chuchotements, où ils doivent prendre des gens qui gueulent, etc. Beaucoup de respect parce que c'est compliqué. Voilà. Et puis il faut égaliser les sons, et puis voilà. Bon. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour concilier vie pro et vidéo? Ah, pour l'instant, je dors pas. C'est la réponse courte, ça va être ça, je dors pas. Et parce qu'il y a encore un truc dont on n'a pas parlé, on va pas en parler, c'est la vie perso. Parce qu'à côté de ça, j'ai aussi une vie perso. et ce qui se passe, c'est bon. Alors, après, c'est vrai que du fait que, ça c'est un truc qui vous sera pas étranger, j'imagine, c'est du fait que je bosse dans l'informatique parce que j'ai toujours eu un ordinateur, parce que j'ai toujours été un geek. C'est-à-dire que moi, de toute façon, je fonctionne pas spécialement avec des horaires. Donc voilà, c'est-à-dire que moi je peux bosser à 2 heures du matin, je peux bosser le dimanche, je peux bosser le samedi, je bosse n'importe quand. C'est selon les urgences que je peux avoir. Voilà, c'est quand il y a un truc qui doit être fait pour après-demain. S'il y a 60 heures de boulot, il faut que je trouve 60 heures de boulot d'ici après-demain. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Alors du coup, c'est vrai que la chance que j'ai, c'est que depuis que j'ai à peu près 14 ans, je dors une nuit normale de sommeil, pour moi c'est 3 heures ou 4 heures. Voilà. Une longue nuit de sommeil, c'est 6h30, 7 heures. Alors c'est vrai qu'on me dit ouais, mais quand ceux qui me connaissent me disent mais quand t'avais 20 ans, moi j'ai connu des jours où tu te réveillais à 13h quoi. Je dis ouais, je me couchais à 8h. Je dis voilà, mais donc maintenant voilà, en ce moment le mois de janvier typiquement là sur les 15 derniers jours, j'ai dû dormir, sur les 2 dernières semaines, j'ai dû dormir je sais pas peut-être 8 heures en tout. Ça c'est une capacité géniale qui c'est par exemple quand on dit tout le monde est les gens qui ne sont pas favorisés par rapport à d'autres, dans notre monde, ceux qui ne sont pas favorisés, c'est ceux qui ont besoin de dormir 8 ou 9 heures. Ouais, ça, très clairement. On a un truc au GF, on dit la nuit est une journée en plus. Oui, c'est ça. C'est pour moi, dormir, c'est une perte de temps en fait. Ah ouais. Mais à côté de ça, mais à côté de ça, je sais pas dans quelle mesure je le payerai pas plus tard. Mais bon, ce sera plus tard. Non, tu le payes pas forcément.
Voilà, c'est moi pour moi c'est dès lors que parce que bon il y a des fois je me force à me réveiller alors que je me suis couché une demi-heure avant parce que j'ai un truc à faire, comme il y a des fois où je fais une nuit blanche parce que j'ai bossé toute la nuit, mais quand je vois que la nuit d'après je me couche normalement et que je me réveille tout seul 3 heures plus tard, bon bah c'est que mon organisme n'a pas besoin de plus quoi, point. Voilà, c'est ça. Non, non, mais je te jure, hein, il y a des constitutions, je témoigne que ça tient. Ça tient. Bon, à bout d'un moment, t'en as marre de dormir 4 heures. Ouais. T'as des plaisirs dans le lit, tu vois, le toucher du drap, tout ça. Tu dis, ah, plus de 8 minutes, ça pourrait être cool, mais... C'est ça, mais voilà. Après, j'ai des trucs vraiment pour quand je suis crevé, mais que j'ai pas le temps. J'ai des petits trucs pour se reposer très rapidement, sans vraiment dormir. Voilà. C'est Mais oui, on Oui, a hein. des trucs, des choses où tu... Bah, j'en ai un qui code, là, qui m'a dit, écoute, j'ai commencé à 2 heures. Je dis, ok, je finis un truc, j'arrête. Et quand j'ai arrêté, il était 6 heures. Je m'en suis pas rendu compte. Ouais. C'est soi. Non mais c'est comme ça. Et donc du coup effectivement les vidéos je les cale quand je peux entre les vidéos et la vie pro. Après ce qui se passe c'est que voilà c'est que de fait hein, moi je suis pas ce qui est peut-être un petit peu différent de beaucoup de youtubeurs, c'est que je suis pas un youtubeur de 22 ans. Donc ça veut dire que j'ai peut-être plus l'habitude qu'un youtubeur de 22 ans des contraintes entre guillemets des contraintes du boulot. C'est-à-dire de me dire je vais me donner une deadline et de m'y tenir. Là où je me rappelle quand j'avais 22 ans, c'est les contraintes, ça n'existait pas. C'était ouais, t'as un truc à rendre dans 3 semaines. Bah, je m'en occuperai dans 3 semaines. Voilà, donc de fait, c'est vrai que peut-être que je me force un peu plus que certains à me caler et à trouver quoi qu'il en coûte, à trouver le temps pour faire ces choses-là. Même si de toute façon, il n'y a pas de mystère. Là, je suis en train de faire le tour dans ma tête des youtubeurs que je connais. Les youtubeurs que je connais sont des gars qui vivent avec des contraintes et qui sont sérieux. Mais de toute façon, il n'y a pas de mystère. C'est pour marcher sur YouTube. Il suffit pas d'avoir un bon contenu, il faut être régulier, il faut être constant. Et voilà, c'est du boulot quoi. Quel que soit le youtubeur qui fonctionne, c'est du boulot. Les mecs qui prétendent que Mathieu Sommet ou que Antoine Daniel, ça va, ils se contentent juste de trouver des vidéos sur YouTube et de dire des conneries dessus et que ça va, n'importe qui peut le faire. Je dis mais non, n'importe qui peut pas le faire. On a le droit de pas aimer ce qu'ils font, mais ce qu'ils font c'est énormément de boulot. Moi je les ai vus bosser ces masses de boulot, sérieusement quoi. Bah, ils ne seraient pas aussi connus s'ils ne travaillaient pas au maximum. C'est clair. Il n'y a pas que le talent, il y a la passion qu'on met dedans et aussi le sérieux qu'on met dans ce qu'on fait. Et oui, bah, pour dire des conneries et qu'elles soient bien visées, pas dire des conneries avec la responsabilité que ça suppose, et bah, faut le travailler. Je sais que Mathieu, on en avait longuement parlé et voilà, c'est vraiment un casse-tête d'arriver à passer. Enfin, voilà quoi. En plus de la technique, l'écriture, c'est énorme. C'est énorme. Et puis ce qui peut être frustrant des fois, même si à la fois c'est sympa parce que quand ça arrive, ça veut dire que ça fonctionne. Mais c'est frustrant, c'est que les gens réalisent pas toujours le boulot qu'il y a eu. C'est-à-dire des fois, moi, pour une illustration ou pour une animation qui va faire 1 seconde, il y a 5 heures de boulot. Mais parce que je voulais avoir cette seconde, là où peut-être un autre youtubeur serait allé chercher une vidéo sur le web et l'aurait incrustée directement. Et on se rend pas compte qu'il y a une différence de boulot. Alors après, mais d'un autre côté, c'est aussi, faut pas non plus être plus royaliste que le roi, quoi. Je veux dire, c'est peut-être aussi, il n'y a pas besoin non plus de faire tout ce travail. Mais c'est vrai que par exemple, il y a beaucoup de gens qui regardent Salut les geeks, qui ne pensent pas au fait que Mathieu se change 80 fois. Que quand chaque fois qu'il fait un personnage, c'est une autre tenue. Alors bien sûr, il change pas 80 fois. En fait, il tourne chaque rôle, je pense, l'un après l'autre. Mais c'est sûr que ça fait du montage. Ça fait que la lumière doit être la même. Les raccords sont corrects. Je veux dire, un autre exemple aussi, c'est Antoine Daniel dans ses vidéos. Il gueule, l'instant d'après, il chuchote. Le son ne sature jamais. Il est toujours audible. Alors, ok, il a une formation d'ingé son, ça aide. Mais c'est du boulot. Je veux dire, c'est pas des trucs qui vont de soi. Et quand ça passe comme une lettre à la poste. Donc c'est très bien parce que ça veut dire que si les gens s'en rendent pas compte, c'est que c'est bien fait. Mais je sais que c'est frustrant. Bah, le sens du stream donc sur la création vidéo qu'ils sont en train de faire. Fujix. Et en fait c'est ça. The Panda, c'est ça, c'est Victor aussi. Oui. En fait l'idée c'est de dire ok mais les gens voulaient faire des vidéos. D'abord, on va expliquer comment nous on travaille et vous voulez faire des vidéos, mais on va vous expliquer pourquoi au final il faut aussi se passionner. Il faut se passionner pour un cadrage, pour l'écriture, pour etc. etc. Dire aux gens si à un moment t'aimes pas, il faut que tu aimes quasiment tout. Bon, il y a un truc tu peux te forcer un peu, mais il faut aimer cette technique-là, et qui va faire l'essentiel, le produit fini, comme tu disais. Limite, il compte pas.
Enfin, de toute façon, dans celui qui fait quelque chose, en général, même le produit fini, au bout d'un moment, quand il a tellement bossé, il en a marre, quoi, il veut plus le voir. Complètement. Non, c'est vraiment le, ça fait très con ce que je veux dire parce que on l'a vu et entendu dans plein de films. C'est le voyage qui compte. Ouais. C'est pas la destination. Et c'est vrai que moi, par exemple, et je prends mon exemple, mais je sais que c'est le cas pour tous les youtubeurs. Quand on a fini de monter une vidéo, on a vu chaque rush 80 fois. La vidéo complète finalisée, on l'a vue 40 fois. En général, on ne la supporte plus. Il faut plus nous la montrer pendant quelques jours. Parce qu'on ne la supporte plus cette vidéo. Alors je sais qu'il y en a qui, du coup, une fois qu'ils l'ont uploadée sur YouTube, ils effacent tout. Ah ouais, ils la suppriment de leur disque dur, j'ai plus question. Moi je peux pas faire ça. Pour moi c'est genre, non, j'ai besoin de garder et les originaux et le montage et tout, je garde tout. Mais il y en a qui font ça, ils ne supportent plus. Et on leur dit, mais si après la vidéo elle est supprimée ou quoi que ce soit, ils disent tant pis, elle est supprimée. Et ce moment au montage où tu t'énerves et tu te mets à faire des trucs, tiens, je vais mettre cette musique-là, et puis tu te mets à faire des trucs idiots, et le passer en boucle, et dire, tiens, je vais faire un running gag avec ça, et tu craques complètement sur ta vidéo. Alors ça c'est le truc qui peut m'arriver typiquement genre à 6h du matin. Ouais. À 6h du matin, mais pas dans le mode je craque, mais en mode je dire, bon, bah voilà, je coupe là, je fais cette. Non, et puis après, je pars simplement, je sais pas, pour pioncer 1 heure, ou et je reviens dessus. Et j'ai dit, merde, mais c'est nul! Alors, faut se Et méfier de j'étais à 2 doigts, de l'envoyer le truc. C'est naze, on comprend rien. Ouais. Entre 4 et 6, c'est vachement dangereux en fait. Mais c'est comme somnoler devant un écran. Moi, des fois, je somnole devant un écran et d'un coup, j'ouvre les yeux, je me rends compte que j'ai écrit des trucs. Alors, mais n'importe quoi. C'est une faute de je me dis, putain, mais heureusement que je suis pas en train d'envoyer un mail ou un truc, quoi. Parce que des fois, ça pourrait partir. Est-ce que la régie pourrait nous dire où est-ce qu'on en est dans le timing? Mais le programme, j'ai l'impression qu'on a un peu explosé le tout. Et sur du Ask, on a peut-être du Ask On encore. a laissé tomber les gens sur H, désolé. Il y avait une question sur ta formation scientifique, donc ça on y a répondu. Ouais. Ça c'est bien. Ensuite, alors, on a les questions en termes de support du coup sur à quand y penser éventuellement. Ah, c'est une bonne question. Voilà, pour l'instant, je peux pas en dire plus que. Mais j'y pense. Vous avez vu ce que j'ai fait? Voilà, à quand des vidéos sur la chimie? Ouais, alors c'est vrai que je vais en faire des vidéos sur la chimie, c'est promis. C'est vrai que c'est pas mon truc de prédilection, donc c'est pas le premier truc auquel je pense, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire sur la chimie. Donc oui. C'est la théorie des cordes, théorie de la gravitation à boucle. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans. je vais pas rentrer là-dedans. Pour l'instant, alors moi je pencherais plutôt pour la théorie des cordes, enfin des théories des supercordes. Mais bon, je veux dire, voilà, si on peut, voilà. Et là, les questions ont disparu. Les questions ont disparu.